Bonsoir. Je reçois sur mon plateau du jour Monsieur Raoul Dagba. Monsieur Raoul Dagba est citoyen togolais. Il est président de l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Il est également le président du groupe Afrique Démocratie, Justice et Développement. Il est activiste politique. Il est opposant au régime actuel au Togo, le régime du président Faure Gnassingbé. Je le reçois ce soir pour parler de l'observatoire dont il est le président, ainsi que le groupe panafricain qu'il dirige, mais surtout parler de la situation socio-politique de son pays. Bonsoir, monsieur Raoul Dagba. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Voilà, alors je vous reçois. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes activiste politique, vous êtes farouchement opposé au régime actuel au Togo dans votre pays. Qu'est-ce que vous reprochez au régime actuel au pays? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir accordé cette interview. Je reproche au gouvernement, au régime togolais l'inefficacité de gérer un pays, la médiocrité de l'État qui constitue le régime en place au Togo. Il faut dire que cette situation a duré et perdure il y a presque 53 ans que ce régime a pris le pouvoir et torture sans vergogne le peuple togolais, emprisonne illégalement les citoyens et viole les lois fondamentales du pays. Il viole constamment notre constitution à son gré. Toutes les institutions de l'État sont cadenassées. Toutes les institutions de l'État sont viciées. La Cour constitutionnelle est inféodée au régime au pouvoir. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Okay. Je voulais vous prendre juste au mot. Quand vous dites 53 ans, c'est quand même, vous faites peut-être la part des choses. Monsieur Faure Gnassingbé, le régime auquel vous êtes opposé en ce moment, il n'y a pas quand même 53 ans, il est au pouvoir. Il est au pouvoir il y a peut-être 10 ans, n'est-ce pas? Vous avez parfaitement raison. Je dis 53 ans parce que son père a pris le pouvoir en 1967 et a fait 38 ans au pouvoir, 38 ans sans partage. Le fils a pris le pouvoir après le décès de son père, Étienne Gnassingbé et Adema. Vous avez peut-être vu dans les médias ce qui s'était passé. Il a pris le pouvoir avec la bénédiction de l'armée. Cette armée qui est constituée de plus de 80% de son village natal. Et vous avez vu comment il a pris le pouvoir. Faure Gnassingbé a violé la loi constitutionnelle qui dit qu'après le décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit succéder à son père ou bien au président de la République. L'armée qu'on connaît par ses manières violentes de gérer
le pays, lui a remis le pouvoir sans comment dirais-je, sans la procédure constitutionnelle. D'accord. Alors, on va revenir là-dessus, dans les détails, puisque je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, vous êtes le président de l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Est-ce que vous voudriez bien nous parler un peu de cette structure? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Qu'est-ce que c'est en réalité? Est-ce qu'elle a déjà conduit des missions d'observation quelque part dans des pays? Si oui, où et quand? Mais qu'est-ce que vous faites en réalité, cet observatoire, pour nos auditeurs? Ok, c'est une organisation non gouvernementale qui s'occupe de l'éducation, qui s'occupe de la vie sociale et culturelle, qui s'occupe également de l'éducation au niveau des populations, quant à ce qui concerne la santé publique, quant à ce qui concerne les déficits démocratiques dans les pays. Donc nous intervenons sur toutes les plateformes qui constituent une république, qui constitue un État. Donc c'est ce que nous faisons. Est-ce que votre message porte, est-ce qu'on vous a déjà écouté lorsque vous avez par exemple une intervention à faire dans un pays africain? Est-ce que les autorités vous écoutent les propositions que vous faites? Bien entendu. J'étais tout récemment au Burkina Faso. J'étais également tout récemment en Haïti, où nous avons pu rencontrer des démunis, nous avons pu voir ce qui s'était passé dans ce pays. Vous avez vu les tremblements de terre et tout ça là. Donc nous avons, d'une manière ou d'une autre, touché du doigt la pauvreté qui sévit dans ce pays. Et nous avons pu rencontrer certaines sommités de l'État. Et nous sommes intervenus. Quant à ce qui concerne également comment est-ce qu'on peut les aider à éduquer la population, à comprendre que l'État fonctionne d'une manière à les aider. Mais le problème est que la population constitue le poumon de l'économie d'un pays. Or, l'économie de ce pays également est complètement effondrée et il faut reconstituer l'économie, il faut rebondir ce pays d'une manière plus efficace et nous avons besoin d'un gouvernement efficace. Il faut d'une manière ou d'une autre lutter contre la corruption. Il faut d'une manière ou d'une autre lutter contre les violations des droits de l'homme. Toute une bagage que nous avons à leur faire savoir depuis notre visite dans ce pays. D'accord. Vous êtes également président du groupe Afrique, démocratie, justice et développement. Justement. C'est une autre structure panafricaine, Yeah. N'est-ce pas? Justement. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la même mission? Oui, c'est une plateforme qui a la même mission que l'Observatoire panafricain, mais cette plateforme tire spécialement vers les droits de l'homme. Donc nous luttons contre la violation des droits de l'homme. Nous luttons pour que les peuples puissent être respectés. Il faut que l'Afrique, le gouvernement africain, sache cela. Que du dernier manœuvre jusqu'au président de la République, l'égalité de droit est de mise. Donc c'est ce que cette plateforme fait. D'accord. Alors, on va revenir à la situation sociopolitique de votre pays, qui vous tient à cœur. Justement. Et comme on l'a dit tantôt, vous êtes très opposé à ce régime.
si vous étiez le président, vous ne l'êtes pas, on peut peut-être vous le souhaiter. Qu'est-ce que vous auriez fait autrement au Togo? Je dirais que je ne suis pas Faure Gnassingbé, mais la manière dont ce pays est géré et la manière dont Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir avec presque 1000 Togolais tués, je puis au moins réfléchir, si j'ai un cœur, et dire que ça suffit. Ça suffit parce que le peuple a besoin de changement. Le peuple a besoin de l'alternance. Le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et à un certain moment, il faut écouter le peuple. Il faut entendre la voix du peuple. Mais la situation actuelle de mon pays dépasse tout entendement, dépasse toute compréhension. Deux mandats à un président de la République, je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit. Si 2 mandats, vous n'avez pas pu régler les problèmes d'un pays, je pense que vous pouviez interpeller votre conscience et dire que ça suffit. 2 mandats me suffit. Moi, à sa place, j'écouterai le peuple. Je ne veux pas les torturer. Je ne vais pas les réprimer. Je ne vais pas les emprisonner illégalement. Lorsque vous parlez de 2 mandats, ça veut dire que il a été élu pour une première mandature et une seconde. Est-ce à dire que les élections n'ont pas été régulières pendant ces 10 années, puisque c'est les Togolais qui l'ont porté à la tête de ce pays? Monsieur Mbo, il faut dire que ce régime est un régime qui ne respecte pas ce qu'on appelle la démocratie. Il n'y a même pas encore la démocratie dans mon pays. En 2005, au décès de son papa, c'est l'armée qui lui a remis le pouvoir. Et grâce aux interventions internationales, il a démissionné et on a pu organiser des élections. Mais ces élections ne sont pas des élections qui sont transparentes. Ce sont des élections fraudées à l'avance et qui ne reflètent pas les aspirations profondes du peuple togolais. Puisque l'armée est toujours la base. C'est l'armée qui est la fondation même de ce régime. C'est l'armée qui contrôle le régime togolais. Donc, toute élection qui sera faite dans ce pays sera toujours fraudée et truquée. Truquée parce que même la Commission électorale nationale ne reflète pas la transparence dont on parle. Si on se réfère aux législatives passées, la Commission électorale nationale n'a pas connu de transformation. Il n'y a que les membres du RPT UNIR qui constituent les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit là du parti au pouvoir? Il s'agit là du parti au pouvoir, de Faure Gnassingbé, du père au fils. Donc, il n'y a aucune transparence dans des élections au Togo. Quel est le rôle de l'opposition au niveau du Togo? Parce que lorsqu'il y a quand même... vous êtes un observatoire pour la démocratie. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez quand même des instruments de... je peux dire... de sensibilisation, d'interpellation, certainement. L'opposition togolaise, quel est son rôle? Je sais qu'il y a une coalition qu'on appelle la C14. Quel est son rôle? Le rôle de l'opposition
dans toute république, dans une nation, c'est un contre-pouvoir. Tout à fait. L'opposition veille à ce que les lois soient respectées, à ce que les éléments qui constituent la liberté du peuple soient respectés. L'opposition joue un rôle fondamental dans une république. Il faut dire que dans mon pays, il a joué un rôle et continue de jouer son rôle. Bien qu'il y ait des fiascos sur sa route, sur son chemin. Oui, parce que aux législatives dernières, l'opposition a boycotté carrément les élections. Oui, justement, il a boycotté ces élections parce que les principes démocratiques qui pouvaient faire en sorte que ces élections soient transparentes ne sont pas réunis. Et elle ne peut pas aller à ces élections pour donner maintenant une légitimité à Faure Gnassingbé. Donc, le problème, c'est cela, c'est ce qu'on voit, parce que l'opposition ne participe pas, boycotte les élections, ce qui du coup donne, disons, la majorité parlementaire au parti au pouvoir, qui a les leviers, qui peut changer les lois comme il veut. L'opposition joue la carte de la chaise vide, mais est-ce que en boycottant, ce n'est pas aussi une façon de donner plein pouvoir au parti au pouvoir de gérer? Monsieur Nabo, je puis vous dire que c'est un régime totalitaire, un régime qui ne respecte pas le peuple, un régime qui viole constamment les droits de l'homme, un régime corrompu, un régime que je peux qualifier de tout. Aller à ces élections, c'est de légitimer Faure Gnassingbé. Or, nous savons que ce système voudrait perdurer au pouvoir. Lui donner la chance de se légaliser ne viendra pas de nous, de l'opposition. Voilà, c'est ça. Nous allons à des élections aussi qui arrivent. Et qu'est-ce qui va se passer? Justement, après ces caricatures des élections législatives passées, ils ont pu aujourd'hui, pas des caricatures, ils ont eu l'Assemblée nationale avec des comédiens qui sont assis là et qui sont télécommandés par le régime en place. Donc, oui, monsieur Dara, c'est de ça on parle. Est-ce que, puisque la Constitution a été, si vous voulez, modifiée, ce qui lui donne la possibilité de se présenter aux prochaines élections, l'opposition va encore boycotter, n'est-ce pas? Puisque vous ne voulez pas légitimer, et s'il se présente, il sera encore président. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le même, on tourne en rond et que ça se répète, c'est la même chose? Alors, on va assister à la même chose du fait qu'il sera encore président de la République. Bien entendu, nous travaillons là-dessus. 2020 sera décisif pour Faure Gnassingbé. Il a pu modifier la Constitution qui ne prend pas en compte ses mandats passés, mais je puis vous dire que nous travaillons et que 2020 ne sera pas facile pour son régime. Ils vont partir, monsieur Nabo. Ce régime partira en 2020. D'accord. Alors, de toute façon, le peuple va se prononcer. Aujourd'hui, le calme que nous observons sur le terrain, c'est un calme temporaire. Et vous me direz peut-être que c'est un échec. Justement, vous me direz que peut-être c'est un échec, c'est un fiasco, mais je vous dirais que c'est un fiasco qui est temporaire. Qu'en 2020. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce que l'opposition va faire pour se faire entendre? Parce que c'est un peu ça. Continuer les manifestations de rue, puisque vous n'avez pas de représentants au niveau du Parlement. Il y a trop de controverses dans cette situation. Mais moi,
je suis pour que l'opposition participe à ces élections. Parce que ces élections sont importantes. Depuis 30 ans, ce régime a refusé de faire ces élections. Nous savons que c'est eux qui s'accaparent du système électoral au Togo. Mais refuser d'y aller serait catastrophique pour l'opposition. Pourquoi je dis catastrophique? Si nous laissons ce régime seul aller à ces élections, c'est comme si nous repartons maintenant à un système de parti unique, où le parti au pouvoir a tout. Vous me rejoignez? Justement. Parce que c'est un peu ça. Il ne faut pas contester pour contester. Pour contester. Et lorsque vous n'êtes pas à la table de décision, vous êtes obligé d'aller, de prendre tout ce qui est décidé. Justement, c'est pourquoi moi je refute ces petits esprits qui pensent que aller à ces élections constitue une légitimation du système en place au Togo. Non, nous ne pouvons pas continuellement observer et se cacher derrière une sorte de complaisance notoire pour dire que non, oh, aller à ces élections, non. Ce sont ces choses-là. Je pense que nous devons revoir notre position de lutte maintenant. Mais aller à ces élections, c'est très important. Nous devons maintenant restructurer notre lutte pour combattre ce régime jusqu'à la fin. Parce que 2020 sera décisif. En regardant les chiffres, on voit qu'il y a un certain engouement pour ces élections qui note aujourd'hui près de 11 500 candidats pour 1520 localités à pourvoir, municipalités à pourvoir. C'est la preuve qu'il y a de l'engouement. Les gens veulent, disons, parce que c'est la gestion locale. Juste. Et donc, si l'opposition n'est pas présente, même au niveau de la gestion locale, on se demande comment est-ce qu'ils peuvent arriver à gérer le pays. Justement. Donc, je crois que... c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tout à fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas, parce que aller à ces élections ferait que nous puissions maintenant travailler au niveau local pour informer le peuple de ce qui se passe effectivement dans ce pays. Nous devons remobiliser le peuple. C'est pourquoi nous devons aller à ces élections locales-là. C'est très important. Pourquoi ce régime a refusé d'organiser ces élections? Depuis 32 ans. Depuis 32 ans. Parce qu'il sait que ces élections vont refléter son échec. Ces élections vont refléter sa face. Ces élections vont refléter maintenant l'image de ce régime-là, de ce parti-là qui gouverne notre pays pendant presque 53 ans. C'est pourquoi ils ont refusé de l'organiser. Mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le peuple togolais comprendra que maintenant, les choses ont changé. Nous devons regarder en face de nous et se dire la vérité. Tout récemment, il y a eu des élections au niveau de la République démocratique du Congo, les élections présidentielles, qui ont vu la victoire de Félix Tshisekedi comme président. En tant qu'observatoire démocratique, disons panafricain, je voudrais le regard un peu sur toute l'Afrique, quel regard vous avez de cette élection? Certains pensent que c'est une élection qui a été arrangée, négociée. Quelle est votre lecture de cette élection? Moi, je me félicite de ce qu'aujourd'hui, la RDC a connu l'alternance. Nous avons vu comment les choses se sont déroulées dans ce pays. Nous avons vu comment les gens sont tués dans ce pays. Et aujourd'hui, la paix est revenue. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. On ne doit pas à chaque fois contester, à chaque fois par des moyens notoires,
participer à des clichés de sophisme pour contester et contester. Je pense qu'aujourd'hui, l'alternance est arrivée dans ce pays, c'est ça que nous allons apprécier. Même si le pouvoir est négocié, au moins aujourd'hui, le peuple ne connaît plus ces difficultés-là. C'est une transition politique. C'est une transition politique. Moi, je l'accepte comme ça. C'est une transition politique. Nous allons voir ce que M. Félix Tshisekedi va faire dans ce pays. Et aux prochaines élections, nous verrons également ce qui va se passer. Mais moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, nous devons soutenir Félix Tshisekedi afin que, au moins, les transformations que ce peuple attend puissent se faire d'une manière légitime, d'une manière démocratique. C'est ça que nous devons faire maintenant, supporter ce régime jusqu'à la fin de son mandat. Monsieur Raoul Dagba, avez-vous le sentiment que la situation dans votre pays est en partie le fait, la responsabilité des partis de l'opposition? Je dirais que oui et non. Oui, parce que notre parti, ou bien nos partis politiques, ou bien nos leaders, ont des fois échoué dans leur mission. Ils ont connu des échecs par le passé. Et ça doit leur donner au moins des exemples à refuser de négocier avec ce régime. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Depuis le 17 août 2017, où nous revendiquons le retour de la Constitution d'octobre 1992, que le peuple a voté à 98%. Et dans sa lutte, vous avez pu voir la mobilisation du peuple togolais. Le peuple togolais veut le retour de cette constitution. Et dans nos revendications, il y a également la modification de la constitution, la modification du mandat présidentiel et la modification également, la transformation au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que tous les membres de la Cour constitutionnelle viennent du parti au pouvoir. Cette Cour est inféodée au régime au pouvoir. Donc, c'est ça nos revendications. Et nous avons discuté à maintes reprises avec ce régime. Nous avons fait des assises au moins 18 fois. Nous avons signé des accords avec ce régime qui n'a jamais respecté. Aller encore à la table de négociation avec ce régime, c'est impensable. Mais notre opposition, moi je l'ai dénoncé, notre opposition a accepté par une discussion avec un groupe de chefs d'État de la CEDEAO, accepté d'aller encore négocier avec ce régime despotique. À ces assises, vous avez peut-être entendu ce qui s'est passé. Il y avait eu une feuille de route qui est sortie de ces assises-là. Moi, j'avais qualifié ces assises dans le temps de gangstérisme diplomatique. Pourquoi je dis gangstérisme diplomatique? La CEDEAO ne laissera jamais fort quitter le pouvoir. C'est une association de syndicats de chefs d'État qui se soutiennent. Accepter d'aller négocier avec fort sous l'emballage de la CEDEAO, c'est du n'importe quoi.
Et vous avez vu ce qui s'est passé. Comment voudriez-vous que la négociation se fasse en interne, au niveau du Togo seulement? Non, non. En interne ou bien en externe, moi je ne veux même pas que cette discussion ait eu lieu. Parce qu'il y a eu plusieurs accords qui ne sont jamais respectés dans ce pays-là. Pourquoi encore continuer à négocier avec ce régime qui ne respecte jamais les accords? C'est impensable. Et les conditions que les chefs d'État ont posées au parti des 14, c'est de cesser les manifestations. C'est un piège. Pourquoi cesser les manifestations? Nous devons normalement continuer ces manifestations jusqu'à ce que nos doléances, nos revendications soient respectées ou soient prises en compte. Dans ces imbroglios politiques injustes, il faut dire que c'est impossible de discuter ou bien de négocier quoi que ce soit avec un régime comme ça. Est-ce que les partis politiques parlent le même langage? Parce que c'est ce à quoi souvent on a assisté aussi dans les pays africains, une opposition qui est divisée, qui se cherche à la limite, puisque c'est revendique le leadership, il n'y a pas un consensus qui se dégage autour d'une personnalité qu'on pourrait soutenir pour, disons, mener cette opposition. Est-ce qu'il y a consensus? Effectivement, c'est le problème que nous avons actuellement au Togo. Nous avons un déficit de compréhension, un déficit d'association, un déficit à se regrouper et à s'entendre sur un projet. C'est ça le problème que nous avons au Togo également. L'opposition se disloque parce que certains revendiquent le parrainage de la vie politique, le leadership de l'opposition au Togo, ce qui fait que ces partis regroupés dans le C14, aujourd'hui, sont disloqués. C'est ça le problème que nous avons. Et comment résoudre ce problème-là? Nous ne savons pas. Monsieur Dagba, notre entretien tire à sa fin. Avant de vous demander votre mot de fin, une question me vient à l'esprit. Avez-vous des ambitions présidentielles au Togo? Une bonne question, je dirais une bonne question. Vous savez... Vous voulez devenir président du Togo? Vous savez, tout ce que moi je fais, je le remets toujours entre les mains de Dieu. Parce que la valeur spirituelle et la valeur morale doivent aller de pair. Donc, si Dieu voudra, ou bien Dieu voudrait, qu'un jour, je puisse être candidat aux élections présidentielles au Togo, je ne refuserai pas. Mais si cela doit aider à la liberté du peuple togolais, si cela doit aider les jeunes à trouver du travail, si cela doit aider à détruire la corruption dans mon pays, si cela doit aider la population togolaise à avoir accès à l'eau potable dans tout le pays, si cela doit aider à l'alternance, si cela doit aider à la vraie démocratie dans mon pays, je suis prêt. Merci beaucoup. Je vous donne l'occasion de dire votre mot de fin, s'adresser à vos compatriotes, les Togolais, qui vous regardent et qui vous écoutent. Peuple togolais, le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de ne pas vous décourager. Montesquieu dit, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.
Peuple togolais, aujourd'hui, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir de changement dans notre pays. C'est toi qui incarne le changement que nous entendons au Togo. Tu as souffert, peuple togolais. La question te revient aujourd'hui. Voudrais-tu rester dans cette situation pour longtemps? Voudrais-tu rester sous l'autorité d'un régime totalitaire? Voudrais-tu laisser Faure Gnassingbé en 2020, en 2035? Voudrais-tu le laisser gérer encore ce pays pour longtemps? Je t'invite aujourd'hui à prendre conscience de la situation sociopolitique de notre pays. C'est toi le peuple qui a le pouvoir. C'est toi qui as le dernier mot. C'est pourquoi je t'exhorte, peuple togolais, à prendre ta responsabilité afin que, en 2020, le changement arrive au Togo. Merci de nous avoir suivis, amis auditeurs, chers téléspectateurs du canal. Je recevais sur mon plateau du jour M. Raoul Dagba, comme je vous l'ai dit, est activiste politique. Il est le président de l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Il est également président du groupe Afrique, démocratie, justice et développement. Nous nous donnons rendez-vous dans une semaine. Bonsoir chez vous.